il faut le redire. Effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une extrême urgence et c'est vrai que je parle aujourd'hui avec effectivement l'élan de l'activatrice pour l'émergence de ce secteur capital, pour la croissance de nos économies, pour l'émergence de nos économies. Parler d'un nouveau deal aujourd'hui pour le financement de notre agriculture est une nécessité et c'est une urgence. Nous avons aujourd'hui, avec la crise sanitaire, une opportunité de représenter, comme je le dis à chaque fois, non seulement la solution clé pour la sécurité alimentaire de nos pays, qui importe massivement ce qui est consommé ici et ce qui ne nous donne pas du tout une véritable possibilité en matière de croissance. Il faut le rappeler, nous avons en Afrique subsaharienne des balances largement déficitaires du fait justement de ces importations massives. Et sans financement, malheureusement, nous ne pouvons pas relever le défi de la croissance de nos pays. Voilà, donc en parlant effectivement de cet état des lieux que vous venez d'évoquer en ce qui concerne le manque de financement crucial du secteur, je voudrais dire que nous avons de nombreux, désolé, hein, on a un délestage ici à Ouagadougou, donc j'espère que l'énergie sera la prochaine thématique du webinaire. Nous avons oui, voilà. Donc, nous avons de nombreux paramètres, malheureusement, que nous pouvons citer et qui permettent justement ne justifie pas cet état des choses, mais qu'il faudrait réactiver, en fait, si on veut véritablement opérer un changement en la matière. Je peux parler, effectivement, donc, du manque d'engagement de nos États. Donc, clairement, en 2003, nos États ont pris l'engagement d'allouer 10% des ressources de nos pays, des ressources budgétaires de nos pays au développement du secteur agricole et agroalimentaire. Alors, c'est important, Charlotte, ce point, parce que vous parlez d'engagement d'État et je sais que le Maroc a une expérience assez intéressante sur ça. On va tout de suite passer à Rally pour écouter un peu son avis sur ça. Alors, juste rapidement, rebondant, je pense que vous avez un souci avec les écouteurs, si vous pouvez peut-être les enlever parce qu'on n'arrive pas à vous… Voilà, ça provoque… voilà, je pense que là, on est beaucoup mieux là. Très bien. Parfait. Je peux continuer? Allez, rapidement, ouais. Alors, donc, je disais, au niveau des États, on a un manque d'engagement structurel avec le non-respect des accords de Maputo qui, normalement, étaient dédiés à allouer au minimum 10% des ressources budgétaires de nos pays à ce secteur clé de nos économies. Et ben aujourd'hui, on est très, très, très loin, en fait, du compte. Au-delà même de ce problème, il faut noter aussi le souci de gouvernance qu'on a. C'est-à-dire que même quand on arrive à avoir une réelle volonté politique dans certains États, on va avoir un problème de gouvernance. On a un problème avec nos machines étatiques qui, malheureusement, ne permet pas toujours aux petits producteurs et à celles et ceux qui peuvent opérer ce changement de bénéficier des fonds qui sont décaissés par les divers États, par les divers partenaires internationaux, par les bailleurs, voilà, dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Il faut le souligner, on a là… C'est important ce que vous dites, Charlotte. C'est très important. C'est pour ça que j'ai absolument besoin justement de voir l'avis de nos autres intervenants qui sont aussi dans le domaine étatique pour voir ce qu'ils en pensent. Sirali, Charlotte a parlé clairement d'engagement de l'État, de volonté politique, de gouvernance. Aujourd'hui, le Maroc a une ambitieuse, en tout cas, stratégie qui a été mise en place depuis j'ai envie de dire, une bonne décennie dans le domaine agricole. Comment le Maroc a pu appréhender la difficulté justement de mobiliser des ressources publiques pour le financement de ses ambitions? Alors, évidemment, tout en répondant, en rebondissant sur ces deux aspects de l'engagement et de la gouvernance, comment justement le Maroc a pu transformer sa volonté politique en action réelle de financement ou en tout cas de soutien à son ambition agricole? Je vous remercie déjà pour cette invitation à l'Africa Agri Forum et je voudrais en introduction dire que si le financement de l'agriculture est une priorité, c'est tout simplement parce que le secteur est une réalité et revêt une importance pour les économies africaines et pour les populations africaines. En termes d'emploi, je vais parler pour le Maroc, c'est 40% des actifs. Vous connaissez l'importance de la ruralité en Afrique
Vous connaissez la structure agraire et l'agriculture africaine qui est caractérisée par son morcellement et qui est représentée par des petites exploitations. À titre de comparaison, en France, les agriculteurs, c'est 3% de l'emploi, tout au plus. Et on ne parlera pas du gigantisme des exploitations nord-américaines ou australiennes. Oui. En termes de production de richesse et d'emploi, l'agriculture au Maroc, c'est 14% du PIB, hors agro-industrie. Et de ce point de vue, l'agriculture marocaine, vous l'avez dit, M. Safal, grâce au plan Maroc vert lancé en 2007 par Sa Majesté le Roi, est devenu un secteur porteur. C'est un secteur qui a connu un boost de l'investissement. On va le dire grâce à l'effort des pouvoirs publics. C'est un secteur qui attire de plus en plus d'investisseurs de toutes catégories, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Et c'est un secteur qui aujourd'hui représente un potentiel de création de valeur en termes de valorisation, en termes de culture à haute valeur ajoutée. Donc, il y a une volonté politique stratégique, mais il y a aussi le boost, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, le boost de l'État, justement, dans la mobilisation des ressources financières. C'est un peu ça. Absolument. Si vous voulez, au-delà du fait que ce secteur est porteur, au-delà du fait qu'il touche des populations importantes en Afrique, c'est un secteur qui est exposé à de nombreux défis. Pour ne citer que cela, le défi de l'eau, le défi de la sécurité alimentaire, le défi des changements climatiques, le défi de l'intégration dans les marchés mondiaux, le défi de l'exposition structurelle aux aléas, qu'ils soient sur les prix de vente, sur la commercialisation. Et de ce point de vue, les pouvoirs publics doivent jouer un rôle, car répondre à ces défis, c'est améliorer la résilience de ce secteur et c'est améliorer son accès au financement. De ce point de vue, les pouvoirs publics ont accordé à l'agriculture une place importante. Pour vous donner que ce chiffre, 14% du budget d'investissement des départements ministériels est consacré au développement du secteur agricole. Donc là, on est vraiment dans une concrétisation d'une volonté publique avec justement l'effort financier alloué à ce secteur. Absolument. Je vais rebondir justement parce que c'est important de parler d'un acteur financier aussi de référence au niveau du Maroc, toujours par rapport au financement agricole. C'est Gérard, aujourd'hui, comment le Crédit Agricole, qui est aujourd'hui l'acteur de référence dans ce domaine, a pu contribuer justement à la matérialisation ou en tout cas à la concrétisation des stratégies ambitieuses que vient de décrire Serali. Votre micro, c'est Gérard, il est coupé. Voilà. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, moi aussi, je suis très ravi de participer à cette conférence, ce webinaire. Donc, comme a dit Serali, nous sommes devant une contradiction. L'Afrique a besoin de son agriculture. Il veut l'ériger en secteur, en moteur de croissance. C'est tellement important pour les populations rurales, pour la sécurité alimentaire, pour la balance de paiement, etc., etc. Ça, tout le monde, il y a un consensus sur ça. Lorsqu'on regarde combien les banques financent globalement au niveau africain, seuls 6% à 8% des agriculteurs ont accès à un financement bancaire. Voilà, donc il y a une contrainte. Alors, chez nous au Maroc, nous avons résolu ce problème il y a longtemps, notamment avec l'avènement du plan Maroc vert. En fait, la banque s'est restructurée. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. D'accord, très bien. Alors, d'abord, il faut dire que l'agriculture, le secteur agricole, dans sa grande majorité, c'est un secteur très risqué. Il ne faut pas en avoir honte de dire ça. Je mets ma casquette de banquier parce qu'il y a plusieurs risques. Ils ont été cités par M. Ali. D'abord, les risques climatiques, les risques de prix, de maladies. Peut-être il y a des filières qui ne sont pas très structurées, de commercialisation, d'assurance, de garantie. On peut en citer plusieurs. Donc, les banques privées qui sont dans une logique de rentabilité, et c'est leur raison d'être, ne vont pas aller comme ça, sans organisation,
sans qu'il y ait ce qu'on appelle chez nous au Maroc un écosystème favorable. Oui. Et l'écosystème favorable commence bien sûr par la politique générale, la stratégie globale au niveau du pays. Qu'est-ce qu'on veut comme agriculture? Quels sont les outils qui sont mis en place? Et la banque vient compléter cet écosystème. Alors, nous, au Crédit Agricole, on s'est transformé. On était une banque agricole à 100% jusqu'à 2003. Nous avons revu notre statut et nous avons segmenté le marché agricole marocain. 20% ce sont des exploitations bancables, 40% ce sont des micro-exploitations qu'on adresse avec la microfinance. Oui. Resté un milieu, nous avons créé une société de mésofinance et avec ce système en étage, avec les filiales du Crédit Agricole, on peut adresser tout porteur de projet, quelle que soit sa taille, quelle que soit la structure foncière, etc., etc. Bon. Ça, c'est une partie. Donc, nous avons segmenté le marché, nous avons créé des canaux de financement adaptés. Après, nous avons développé notre approche de financement, c'est-à-dire nous avons une approche par filière, nous avons des outils de scoring, nous avons des normes de financement et tout ça participe. Nous avons des conventions institutionnelles et commerciales qui minimisent le risque et qui permettent de maîtriser les risques, les flux de décaissement et d'encaissement. Tout ça, ça veut dire qu'il faut un écosystème qui permet à la banque de faire son travail de financement, de booster les investissements agricoles pour améliorer les itinéraires techniques, mais sans le payer par sa santé et sa solidité financière. Et je pense que si on développe ce modèle, comme on l'a fait au Maroc sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, mais en collaboration avec tous les acteurs de l'écosystème agricole, on réussira à financer en prenant les risques qu'il faut, mais en sécurisant aussi la banque pour qu'il booste le financement. Et juste pour vous dire un chiffre, sur la période du plan Maroc vert, le Crédit Agricole a décaissé 72 milliards de dirhams, de 2009 à 2020. Et nous n'avons pas connu de grands risques malgré quelques années de sécheresse, etc. Voilà. C'est quand même un fort engagement à saluer. Docteur Bonda, justement, on l'a bien entendu, la gouvernance potentielle, cette visibilité aussi, la mise en place de cet environnement qui permet justement de débloquer le potentiel et les tout autant. Est-ce qu'au niveau du Cameroun, vous disposez justement d'une feuille de route, en tout cas d'une vision à l'échelle nationale qui pourrait, je suppose, doit être le cas, mais quels sont un peu les grands leviers de cette vision justement au niveau du Cameroun pour le développement agricole? Ok, merci beaucoup. Je suis aussi très ravi de prendre part à ce forum. Et pour ce qui est du Cameroun, je voudrais déjà signaler que le secteur agricole occupe une place extrêmement importante dans les politiques de développement. D'abord, dans le document stratégique pour la croissance et l'emploi et désormais dans la stratégie nationale de développement. Le secteur agricole est considéré comme devant être le moteur de la croissance et non du développement du pays. Pour à peu près 25% du PIB du Cameroun, dont il est vraiment important. Et quand on regarde la structure de ce secteur, il est constitué essentiellement de petites exploitations, généralement de moins de 2 hectares, et près de 80% donc de ce secteur agricole. Et quand vous comprenez ça, ça veut dire donc que le type de financement à mettre en place doit être aussi adapté. Mais ce que nous pouvons noter, c'est que les gens ont cité déjà les différentes contraintes pour le secteur agricole. C'est les mêmes choses ici. Bon, mais le secteur agricole, il y a le problème de financement, qui est un problème très important. Et quand nous regardons au niveau du Cameroun, le taux de bancarisation à travers les banques, c'est autour de 20% de la population active, le taux de bancarisation, ce qui est assez faible. Bon, quand on parle de taux de financiarisation, bon, avec des gens qui ont des comptes mobiles, on peut monter vers les 39%, mais ce n'est pas ça qui est réellement adapté pour le secteur agricole. Mais quand nous regardons les banques, dans les zones rurales, vous n'avez pratiquement pas de guichet de banque classique dans les zones rurales au Cameroun. Et c'est le secteur de la microfinance qui se déploie de plus en plus dans ce domaine-là. Donc, il y a un grand besoin de financement approprié
pour le secteur agricole ici au Cameroun. Quand on regarde le budget, vous avez, il y a Madame Libok tout à l'heure qui a rappelé cette déclaration de Maputo qui demandait que l'on affecte à peu près 10%, au moins 10% dans des dépenses budgétaires au secteur agricole. Mais quand nous regardons au Cameroun, si nous prenons le ministère de l'Agriculture, de l'élevage, des pêches et autres, on est autour de 3% du total du budget, ce qui est vraiment faible. Et si l'on enlève le secteur des forêts, on peut se retomber à 3%. Ce qui est extrêmement Donc, on est faible, pas par rapport à un pays en général, mais par rapport au Cameroun surtout, qui a un énorme potentiel justement dans ce domaine. Oui, voilà. Donc, on est encore loin, c'est-à-dire 4%, moins de 4% par rapport aux 10% d'allocation. Mais ce que nous devons noter, c'est que malgré cela, le ministère de l'Agriculture au Cameroun travaille à la mise en place d'une stratégie et essaye de financer. Et cette stratégie, je la vois un peu sur 3 plans. Bon, nous avons déjà au niveau micro, elle essaye d'appuyer le réseau des établissements de microfinance qui sont beaucoup plus en contact avec les petits producteurs. Il y a eu à travers un certain nombre de projets. Au niveau méso, on a un projet comme le PACMIR qui devait faciliter à travers des formations et autres. Nous avons au niveau macro, disons, je peux dire ainsi, il était question de promouvoir une banque de crédit agricole. Ça a même été créé, mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fonctionnel, cette banque de crédit agricole. Et nous notons aussi, à travers de nombreux projets… Parce que j'aimerais qu'on sache une chose, c'est qu'on est là évidemment pour discuter de la problématique, mais surtout pour apporter des solutions. Quand vous me dites qu'il y a un outil aussi important qui banque de crédit agricole qui n'est pas encore mis en place, malgré la volonté de l'État camerounais de le mettre, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Pourquoi on y arrive pas? Bon, je ne suis pas très bien placé pour le dire, mais je crois que pour créer une banque, bon, il faut des agréments de l'autorité monétaire, il faut que ça passe par un avis conforme de la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Donc, je crois que peut-être c'est encore dans ce processus, je ne peux pas donner des éclaircissements, mais c'est que depuis plus de 5 ans, de toutes les façons, depuis très longtemps, cette banque est attendue. Mais comme je disais aussi, le ministère de l'Agriculture, le gouvernement camerounais, à travers de nombreux projets, avec divers partenaires, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le FIDA, que ce soit la Banque africaine de développement. Il y a des projets avec des lignes de financement pour le secteur agricole et parfois des montants très importants. Mais il faudrait à un moment donné peut-être essayer d'évaluer pour voir l'impact réel. Et le gouvernement aussi, à travers diverses sociétés agro-industrielles sur le terrain, sur diverses filières agricoles, et essaye de financer, que ce soit dans le secteur coton. Nous avons dans le secteur de l'EVA, de palmier à huile, nous avons de très nombreuses sociétés agro-industrielles qui parfois encadrent donc des petits producteurs. Donc, mais ce que je voudrais dire, c'est que le financement reste encore très limité. C'est un gros problème. Quand nous regardons, peut-être si vous permettez que je déploie ou bien je développe cela, je reviendrai ou alors, parce que je voudrais aussi aborder déjà le financement bancaire, le secteur de la microfinance et autres, et voir comment, parce que quand nous regardons même le secteur bancaire, à peine 4% de tout le financement du crédit est accordé au secteur agricole, disons que des filières agricoles, 4% de tout le crédit. Là, on parle de la banque classique, alors, la banque conventionnelle. On parle pas des… Oui, dans les banques, et ça, ce sont des statistiques de la Banque centrale. De la Banque centrale, par exemple, je prends des chiffres, c'est-à-dire qu'on est à moins de 5% de tous les crédits accordés par les banques au Cameroun à ce secteur. Et quand nous voyons que c'est un secteur capital pour le processus de développement, donc il y a nécessité de réfléchir réellement sur des mécanismes permettant de financer. Et quand je dis même les 4-5%, pas le secteur bancaire, généralement c'est pour l'exportation, ce n'est pas pour les financements de long terme, pas la production ou la transformation. Donc c'est généralement sur les campagnes de production, l'exportation et autres. Donc il y a une grande nécessité et je crois que le gouvernement
et au ministère de l'Agriculture travaille là-dessus, de réellement développer une très bonne stratégie. C'est pour ça que j'ai trouvé ce forum intéressant, parce que ça devrait permettre de réellement lancer une initiative pour réellement satisfaire ce besoin qui est crucial, c'est-à-dire qui est très important. Des mécanismes sont là actuellement, les gens se débrouillent, et peut-être quand on va aborder peut-être des pistes de solutions, je pourrais revenir quand on va aborder des pistes de solutions. On y arrivera, on y arrivera. Donc, les mécanismes sont là, les ressources sont là, donc c'est important aussi à préciser. Et doucement, doucement, c'est le questionnement sur savoir comment est-ce qu'on n'arrive pas justement à financer assez ce secteur. Alors, Anthony, je ne sais pas si tu es avec nous. J'espère que vous m'entendez. On t'entend très bien. On t'entend très bien. En tout cas, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans ce panel. Je disais tout à l'heure que tu as la tête d'un fonds d'investissement qui s'appelle AgriFund Maroc, qui aujourd'hui opère aussi bien au Maroc qu'au Gabon sur des projets agricoles. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé évidemment du cadre stratégique à mettre en place justement pour que l'environnement d'activité de ces acteurs soit assez intéressant. Aujourd'hui, j'aimerais bien entendre ton expérience par rapport à ça. Est-ce que AgriFund, qui justement a mis en place des projets un peu partout sur le continent, en tout cas sur ces 2 derniers pays que je viens de citer, parlez-nous de ce que vous faites, surtout des difficultés que vous arrivez, ou en tout cas que vous rencontrez sur le terrain pour pouvoir accompagner des projets en mettant votre argent, qui n'est pas forcément garanti, et avec tous les risques qu'on connaît. Voilà. Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Merci au Forum de nous permettre de nous exprimer sur ce sujet qui nous touche particulièrement, les sociétés privées qui essayent de se développer en Afrique. Donc, on a démarré cette aventure il y a 3 ans et je voudrais venir sur les 3 étapes d'un projet et montrer où sont les problématiques de financement par rapport à ces étapes. Donc, dans un premier temps, la problématique qu'on a, c'est que la donnée qui est disponible en Afrique subsaharienne, au Maroc, on a de très bonnes données. Par contre, dès qu'on arrive sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, la donnée n'est pas toujours récente et malheureusement, les études qui sont menées sur le petit paysanat et très peu sur des exploitations qu'on pourrait considérer industrielles dans le domaine du maraîchage pour le marché local, qui est le secteur dans lequel nous nous concentrons. Donc, on est arrivé il y a 3 ans au Gabon en mettant en place un pilote. Donc déjà, quand on met en place un pilote, malheureusement, il n'y a aucune donnée, il n'y a personne pour financer, vous devez prendre tous les risques et faire tous les essais. Donc le pilote, il faut que vous puissiez le dimensionner de manière à ce qu'il soit suffisamment grand pour remonter des données qui sont quand même exploitables sur les extensions que vous prévoyez de faire dans le pays. Ouais. Et en même temps, d'une taille raisonnable pour ne pas prendre un risque financier trop important. Ce risque financier au Gabon, c'est 1 million d'euros, ce pilote, pour 7 hectares de serre, pour payer les consultants, pour payer les équipes techniques, pour payer toutes les semences, tous les frais de campagne, tous les équipements de serre, d'irrigation et de mécanisation. Donc c'est déjà un coût qui est quand même assez important pour un groupe privé qui finance ça 100% en propre, sans aucun financement extérieur. Après 2 ans de pilote, on attaque la première phase du projet. Donc au Gabon, les efforts qui ont été mis en place sont impressionnants pour la sécurisation du foncier. On a pu sécuriser à l'heure actuelle 2000 hectares dans la zone sud-est du pays pour développer notre première phase dans laquelle on va développer un premier périmètre de 50 hectares irrigués, mécanisés. Encore une fois, quand on s'adresse aux organismes de financement pour l'Afrique, ils demandent 3 ans d'existence, donc 3 bilans successifs. Et malheureusement, quand vous êtes sur un pilote, vous n'êtes pas sur votre taille réelle. Donc il est très dur de montrer par rapport au pilote et par rapport aux résultats que vous avez eus sur le pilote, voilà quels sont les objectifs, voilà quelles sont nos ambitions de chiffre d'affaires, et de pouvoir vraiment les concrétiser sur le papier, du moins sur les bilans, ce n'est pas possible. Donc encore une fois, sur cette première phase, vous n'allez pas pouvoir lever du financement. Donc vous allez encore devoir trouver des capital risqueurs, des gens qui sont des privés, qui sont intéressés par le risque Agri-Afrique
qui est très en vogue et qui est très demandé par les investisseurs et d'ailleurs des investisseurs marocains qui nous suivent et étrangers et qui sont intéressés, qui sont friands de ce risque. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas accéder au financement institutionnel, donc le risque reste 100%, vous restez 100% exposé sur le risque. Donc maintenant, juste pour développer où vont nos budgets. Donc, 20% du budget d'une exploitation maraîchère mécanisée, c'est l'irrigation. Donc, déjà, si des subventions sur l'irrigation existaient, on pourrait réduire de 20% l'enveloppe du budget. 30%, globalement en moyenne, 30% des budgets, c'est le financement des frais de campagne. Si des banques agricoles ou des institutions pouvaient garantir ces frais de campagne, on pourrait, et l'irrigation, que ce soit public ou privé, que ce soit public ou privé, on passerait d'un coup sur des projets qui seraient financés à 50%. Je vous avoue que ça soulagerait énormément et ce serait un risque qui serait partagé à 50% par les investisseurs et 50% par les institutionnels, qui rendrait le secteur encore plus attractif. Et qui peut libérer aussi 50% de vos capacités de financement pour être… De financement. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, l'autre point, c'est comment garantir le débouché commercial. Quand vous êtes sur un business model d'exportation, vous avez l'avantage d'avoir des marchés européens, américains, asiatiques structurés avec des gros preneurs qui peuvent vous mettre en place des contrats cadres. Oui. Et pouvoir garantir au niveau où vous présentez vos business plans, au niveau des banques, au niveau des institutionnels, au niveau d'investisseurs privés, qui permettent de vous garantir des débouchés et de garantir au moins si votre production, qui est déjà très dure à réaliser, se fait, maintenant vous pouvez garantir que vous allez vendre. Aujourd'hui, sur les secteurs et les pays où nous sommes présents, nous avons affaire à de petits acteurs qui se sont très bien structurés et tout le maillage commercial s'est fait parce que nous avons des petits producteurs, donc nous avons des petits vendeurs, ce qui est normal. Aujourd'hui, tout le travail qu'il y a à faire, c'est de devenir un gros producteur et permettre à des acteurs plus importants de structurer des filiales et permettre d'avoir de meilleurs débouchés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, voilà, c'était vraiment pour expliquer les 3 étapes d'un projet et nos problématiques en face par rapport au financement et à la commercialisation. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de s'aborder, Anthony. J'aimerais bien justement entendre Charlotte par rapport à ça. C'est vrai que la création d'une taille critique agricole, en tout cas une taille critique de producteurs agricoles au niveau de nos marchés est quand même assez j'ai envie de dire, incontournable justement pour lancer, pour créer un vrai financement, un vrai marché financier de l'agriculture. Oui, bien sûr. effectivement. Ah, pardon. Non, allez-y. Vas-y, Charlotte. Oui, alors effectivement, nous avons là un modèle clair et net, en fait, de ce qu'il faudrait faire. Donc, en ce qui concerne cet écosystème qui, disons-le, M. Chéal l'a rappelé, est quand même hyper délicat. Le politique posera toujours le cadre structurel, mais il est important, en fait, de rappeler aux uns et aux autres que le véritable changement viendra justement du secteur privé. Et des initiatives comme celles qui viennent d'être décrites sont effectivement un modèle qui devrait être soutenu par tous, d'une part, et déployé un peu partout en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique centrale, où aujourd'hui on pourrait parler d'une véritable urgence, tellement on a un manque de structuration du secteur. Et je sais qu'au Gabon, avec l'équipe en place au niveau du gouvernement, ils font un travail excellent en la matière. Monsieur Moustapha a rappelé clairement la difficulté majeure que rencontrent justement les acteurs du monde financier par rapport au déploiement de leurs activités par rapport à l'agriculture et l'agroalimentaire. Disons clairement qu'on est aujourd'hui, et je pense qu'il nous le confirmera, en ce qui concerne justement l'Afrique francophone et subsaharienne, face à une urgence qui est celle d'une meilleure compréhension du secteur par les banquiers. Rappelons que nous avons des banques dans certains pays, nous avons de nombreuses banques en surliquidité, mais par manque de connaissance justement de l'évolution du secteur et également par
quelque part manque d'engagement, il faut le dire. Est-ce que c'est pas à l'État, justement, est-ce que c'est pas au pouvoir public de pouvoir créer cette dynamique, d'impulser cette dynamique? C'est pas qu'à l'État de le faire. Il s'agit aujourd'hui d'aller vers une véritable synergie collaborative impliquant les divers acteurs. L'État est concerné, il faut bien que le cette synergie soit secteur portée privé par quelqu'un. également. Pardon? Il faut bien que cette synergie soit portée par quelqu'un. Et je pense que l'État… Elle peut être portée par l'État, elle peut être portée par le secteur privé. Aujourd'hui, vous avez, on est à l'ère du numérique, on a une belle révolution digitale devant nous, enfin, qui est déjà là, il faut le dire. Vous avez de nombreux modèles aujourd'hui en Europe et qui commencent à être dupliqués, notamment en Afrique anglophone. Vous avez des acteurs du secteur privé qui mettent en place de véritables dispositifs efficaces pour le financement du secteur. Je parlais des plateformes de crowdfunding. Vous allez au Ghana, vous allez au Nigeria, et on etc. va y arriver tout à l'heure. On va en parler. Voilà, donc les solutions sont là, mais n'attendons pas qu'elles viennent forcément de nos États qui ont déjà eux-mêmes du mal à s'adapter justement à cette révolution agro-digitale. Chirali, rapidement, je sais que… Pardon, excusez-moi, je voudrais juste rajouter un point. Dès que je finis la transition, parce que c'est important justement de… ce n'est pas pour rien que j'ai insisté sur le volet de la responsabilité de l'État par rapport à cette question. Chirali, je sais qu'au Maroc, vous avez réussi justement à impliquer, ou en tout cas à pousser le secteur privé à mettre la main à la… j'ai pas envie de dire à la poche, mais surtout de mettre la main à la terre, justement, pour vous mouiller un peu, justement, dans la question du financement de l'agriculture. Comment est-ce que vous avez pu réussir à promouvoir cette implication du privé à cette échelle? Écoutez, évidemment, voilà, en tant que secteur public, régalien et responsable de la stratégie que vous avez mise en place. Écoutez, les pouvoirs publics, comme je l'ai dit, ont un rôle dans l'amélioration de la résilience du secteur et l'amélioration de sa performance. Oui. Au Maroc, le secteur agricole a été érigé en priorité par les pouvoirs publics. Donc, je l'ai dit, 14% du budget d'investissement des départements ministériels a été consacré depuis 2007-2008 au secteur agricole. Et ce taux de 13-14% est semblable à la part du secteur dans le PIB. On est, comme vous l'avez dit, au-dessus de l'objectif de 10% de Maputo. Aujourd'hui, en 12 années, 118 milliards de dirhams, environ 12 milliards de dollars, ont été injectés dans le secteur. 60% de cet investissement est privé. 60% de cet investissement. 60% de cet investissement est privé. 40% de cet investissement est public. Le rôle de l'État a été un rôle de développeur, de modernisateur du secteur. C'est ça. Ma question est de savoir comment vous avez pu avoir les 60% justement du privé. Justement, c'est ça un peu le nœud la clé de la question. Excusez-moi, est-ce que 60%, c'est du privé bancaire ou du privé indépendant? Non, enfin, au-delà du type de financement, on parle des apporteurs de fonds qui sont le privé. Très bien, très bien. Allez, je vous laisse finir. Si vous voulez, en termes d'investissement public, d'une part, si vous voulez, l'effort de l'État est bicéphale. D'un côté, un engagement puissant dans les infrastructures. On a rappelé tout à l'heure les défis auxquels est exposé le secteur, notamment celui de l'eau. Eh bien, d'un point de vue des infrastructures et de l'investissement public, 61% de l'investissement public est allé dans les infrastructures de développement et de valorisation de l'eau. Quelques exemples. Le programme d'extension de l'irrigation est un programme de valorisation des terres à l'aval des barrages. Le programme national d'économie d'eau et d'irrigation est un programme de développement de l'utilisation du système d'irrigation localisée, ou goutte à goutte. Le Maroc a été un précurseur aussi dans le développement de projets de dessalement de l'eau de mer. Pour ne citer que l'exemple du projet Chtuka dans la région du Souss-Massa, on parle pour le secteur agricole d'une production qui va arriver au cours de cette année de 200 000 mètres cubes par jour. La politique publique a concerné aussi le regroupement des exploitations pour faire face au morcellement et à la petite taille des exploitations. À travers le système
de l'agrégation. Le système de l'agrégation est un système qui fait intervenir donc de petits exploitants qu'on appelle les agrégés et qui sont conduits dans leur conduite technique, qui sont appuyés par un agrégateur. C'est par exemple dans les filières sucrières un modèle qui fonctionne bien. C'est aussi dans la filière laitière un modèle qui fonctionne bien dans la mesure où on a… Avec Cosumar, Copag, avec d'autres acteurs de ce style-là. Très bien. Maintenant, j'en viens à votre question, cher monsieur Safal, le rôle de l'État en tant qu'incitateur, en tant que promoteur de l'investissement privé. 71 milliards de dirhams d'investissement privé grâce à des incitations de l'État. Des incitations de l'État qui ont eu un effet de levier de 2,3. D'accord. Alors, quelques chiffres. Si vous voulez, sur 12 années, on a une prépondérance des petites exploitations, c'est-à-dire exploitations de moins de 10 hectares, par rapport aux autres catégories de bénéficiaires des aides et des incitations de l'État. On y arrivait en mettant en place un système universel, ouvert à tous, mais avec un système de bonification et de primes pour les plus petites catégories d'agriculteurs. Un exemple, pour l'équipement d'une parcelle en goutte à goutte, il est subventionné par exemple jusqu'à 80% pour les grandes exploitations, les moyennes exploitations. Par contre, on est sur du 100% pour les plus petites exploitations. L'impact s'est rapidement fait voir. En 11 années, on est arrivé aujourd'hui à équiper plus de 650 000 hectares en techniques d'irrigation localisées. D'accord. Quelques exemples en termes d'équipement. 38 000 tracteurs ont pu être acquis par les agriculteurs grâce aux subventions de l'État, qui sont autour de 30%. Plus de 550 000 hectares de plantations ont pu être exécutés par les agriculteurs. Et en termes de filière animale, on parle de 275 000 têtes de veaux qui ont été croisées. On parle de plus de 110 000 têtes de génisses qui ont été importées. Donc là, on parle d'une forte subvention, entre une forte présence de l'État dans la mise en place de la mobilisation et la mise en place des ressources financières. Est-ce que cette… Aussi bien à l'amont que sur l'aval. Oui, oui. C'est important, c'est Gérard, justement, de nous parler de ce que vous faites, vous, à votre niveau, parce qu'on a beaucoup parlé de la taille des exploitations qui peut constituer un risque important pour, en tout cas, qui peut un peu rendre frileux les investisseurs à mettre de l'argent dans ce genre de structures. Aujourd'hui, au niveau du Crédit Agricole, comment vous avez fait justement pour pouvoir appréhender cette problématique de la taille critique des sujets à exploiter, ou en tout cas à financer, excusez-moi. Moi, je continue ce que je disais tout à l'heure, c'est que est-ce qu'on peut financer l'agriculture, toute l'agriculture d'un pays africain, même si une grosse partie est risquée? La réponse est oui, mais à condition qu'il y ait des mécanismes qui vont protéger cette banque. Alors, une banque qui ne fait que de l'agriculture à 100%, il va faire faillite. Moi, je vous le dis, c'est l'histoire qui nous a dit ça. D'accord? Il faut des banques mixtes. Bon, ça, je ne suis pas les banquiers, mais bon, voilà. Non, je leur c'est bon à savoir. Non, c'est bien de parler. À partir de l'expérience marocaine. Peut-être qu'il y a des exceptions. Mais je dis, une banque doit faire une activité de banque commerciale sur les autres secteurs, doit travailler dans les zones urbaines pour collecter des ressources, pour ramener du PNB, pour pouvoir compenser le risque au niveau dans le monde rural. Donc, déjà, dans le modèle organisationnel fonctionnel, on commence à trouver une solution d'équilibre et de péréquation entre banque commerciale universelle et banque de mission de service public. Parce que quand on finance l'agriculture et toute l'agriculture, qu'il soit performante, moyenne ou vivrière ou très, très petite, micro-exploitation, etc., il y a quand même des risques. Je le répète, il y a des risques. Mais ils ne sont pas énormes. On peut les réduire si on a des mécanismes qui sont mis en place. Et ces mécanismes ne dépendent pas que de la banque. Ils sont internes à la banque, dans son organisation, dans ses procédures, ses outils, mais la protection vient aussi de l'écosystème. Les machines étatiques dont a parlé Mme Charlotte, il faut qu'elles fonctionnent très bien. Il faut qu'elles fonctionnent. Il faut qu'elles soient favorables à l'investissement. Donc ça, c'est… Voilà.
Docteur Bonda, tout à l'heure, vous parlez de la mutuelle. J'ai fait quelques recherches. 35% de vos crédits, justement, sont alloués à des projets agro-pastoraux. C'est quand même un chiffre assez très, très intéressant. Je n'ai pas envie de dire assez intéressant, mais très intéressant dans le contexte africain que nous connaissons. Quel est un peu votre business model? Quelle est la recette, le secret de cette réussite? OK, merci beaucoup. Donc, je voudrais déjà reprendre un peu rapidement ce que M. Moustapha vient de dire de la Banque agricole. Oui. Parce qu'effectivement, le secteur agricole, il faut le dire, c'est un secteur beaucoup plus risqué. Oui. Deuxièmement, le taux de rentabilité interne de la plupart des spéculations, c'est assez faible. Et d'où aussi la problématique des taux d'intérêt. Et pour vraiment booster ce secteur, parce qu'avec les taux d'intérêt classiques, ce secteur, ce sera difficile de financer, vu les risques, vu la rentabilité haute. Et c'est pour ça que je voudrais les rejoindre pour dire que l'État doit jouer un rôle extrêmement important. Tous les pays émergents, je peux prendre l'Asie, que ce soit l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam aujourd'hui, c'est par partie du secteur agricole qu'ils ont assuré leur transition vers l'industrialisation. Et en subventionnant ce secteur, puisque c'est un secteur qui produit de la matière première pour booster les autres secteurs. De la bonne matière première, donc la matière première qui peut être voilà. l'industrialisation. Donc, le secteur agricole doit être accompagné. Et c'est pour ça que je pense que dans un premier temps, comme j'apprécie bien le cas du Maroc, il faut déjà une bonne politique de développement agricole appropriée. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ils ont parlé des infrastructures. Cela doit être accompagné par les infrastructures. La sœur a parlé tout à l'heure de l'Afrique centrale. Il y a un problème de route pour évacuer les productions. Donc, l'État, dans les infrastructures en matière de route, on a parlé de l'eau pour l'irrigation. Nous importons énormément de riz, mais pour limiter cela, l'eau est un facteur important. Dans l'irrigation, on doit investir l'électricité, la pour que les autres pays de cela pour le développement. Nous avons un aspect important, c'est le cadre réglementaire fiscal aussi. Oui. Parce que nous avons, pour financer… Ça rejoint les incitations à mettre en place, justement. Ces incitations qu'il faut mettre en place. Si nous voyons le secteur agricole, on dit au Cameroun, un peu plus de 25% du PIB, c'est un secteur capital. Qu'est-ce que nous faisons pour inciter? C'est la même chose dans beaucoup d'autres pays. Donc, nous devons, et c'est un secteur qui, tant que vous allez en zone rurale, vous n'avez aucun titre foncier. Vous devez prendre des risques. Il faut une réforme agraire qui permet d'assurer la sécurité des terres et permettre aux financiers de pouvoir injecter de l'argent avec une garantie. Vous financez quelqu'un, vous n'êtes pas sûr que l'année qui suivra, il sera là. Parce que je vous ai donné un peu la structure du secteur agricole au Cameroun. Près de 80%, ce sont des exploitations de moins de 2 hectares. Donc, ce n'est pas facile. Donc, il faut… Et autre chose importante. C'est peut-être pour ça que votre modèle marche, docteur, si je vous interromps. C'est peut-être pour ça. Donc, j'y arrive rapidement. Allez-y. J'y arrive rapidement là. C'est pour soulever ça, pour dire comment on a… Parce que pour financer le secteur agricole et les petits producteurs, ça coûte très cher. Donc, si le milieu n'est pas structuré, organisé, avec des coopératives agricoles, de producteurs agricoles solides, il sera difficile de faire un financement en gérant les risques et à moindre coût. Donc, ça, c'est quelque chose que nous pensons est important. Et il y a un grand besoin de financement de moyen et long terme. Et comment est-ce que nous travaillons aussi dans ce sens? Et nous pensons qu'il faut de l'assurance agricole et les fonds de garantie. Notre modèle, disons, au niveau de MUFID Union, donc ces mutuelles financières de développement, dans ce contexte, on pense qu'il faut qu'on travaille avec le gouvernement et on a essayé de mettre en place quelques petits mécanismes. Premièrement, c'est d'essayer de structurer le monde rural. On essaye d'organiser les petits producteurs en coopérative ou bien en groupe d'initiatives communes. Cela permet de mettre en place le mécanisme de crédit de groupe, donc pour les tout petits producteurs. Nous avons
Nous avons aussi des partenariats avec les plantations agro-industrielles qui existent. Nous sommes en partenariat avec eux pour promouvoir tout autour de ces grandes plantations agro-industrielles des petits producteurs. Et par le mécanisme d'agriculture contractuelle, dont vous avez l'institution financière, vous avez la société agro-industrielle et vous avez les petits producteurs, par ce mécanisme d'agriculture contractuelle, on essaye d'apporter les financements. La société agro-industrielle apporte les apporte l'encadrement, rachète dans nos mutuelles qui sont autour de ces agro-industries. Nous avons des partenariats avec la société de coton. C'est près de 300 000 petits producteurs de coton. Nous sommes entrés en partenariat avec eux pour promouvoir dans la zone cotonnière, qui sont les 3 régions septentrionales du Cameroun, promouvoir dans les mutuelles financières de développement pour essayer d'apporter une solution. Parce que c'est triste de voir ce qui se passe dans nos zones rurales. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais une fois que c'est payé, vous avez 60 milliards qui se déversent par-ci, par-là, mais les gens restent au même niveau de pauvreté, n'arrivent pas à accroître leurs exploitations parce que l'argent arrive et repart comme c'est venu par manque d'institutions financières. Donc, nous avons besoin de développer des structures de proximité. C'est pour ça que j'apprécie ce que Moustapha a dit pour la banque agricole. Ils ont parlé de plusieurs guichets et un guichet microfinance. Avoir une banque agricole dans un pays ne pourra jamais réussir efficacement à toucher les petits producteurs si ça n'a pas de relais, notamment d'établissements de microfinance avec lesquels ils travaillent, développer ce mécanisme. Et il l'a bien dit, si vous ne faites que l'agriculture, vous allez fermer boutique. Et pour terminer, ce que je peux dire, le modèle que nous avons, c'est de promouvoir donc des institutions, des banques coopératives, des micro-banques coopératives. C'est ce que nous essayons de faire. Parce que si vous regardez l'Inde, ils ont réussi leur révolution agricole à travers ces petites banques coopératives dans les zones rurales. 55% des ménages là-bas ont accès. Et c'est 150 000 petites banques coopératives en Inde. Vous prenez la France, vous avez la banque de crédit agricole. C'est une banque coopérative. Vous prenez l'Allemagne avec le système Raiffeisen. Ce sont des banques coopératives. Desjardins au Canada, ce sont des banques coopératives. Parce que le modèle que nous pensons qui réussira, c'est un modèle où ces producteurs sont à la fois propriétaires de ces institutions. Donc, le modèle de banque coopérative. Nous n'allons pas réinventer la roue. Vous allez aux États-Unis, même qui est un pays le plus gros capitaliste au monde, les zones rurales sont truffées de ces credit unions qui sont des banques coopératives. Alors, parce que le client est à la fois propriétaire, le taux d'intérêt est fixé à un niveau acceptable, il s'occupe de leurs problématiques. Et c'est ce que nous essayons de promouvoir au Cameroun, dans les promouvoirs finançons dans le secteur agricole à 35%. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que ce sont ces producteurs qui sont copropriétaires de ces institutions-là. Et nous leur apportons l'assistance technique et autres, et nous recherchons des partenaires financiers, parce que l'un des gros problèmes, la sœur a parlé tout à l'heure de surliquidité, mais il faudrait noter que cette surliquidité est de court terme. Quand vous commencez à chercher déjà des financements de 5 ans, 6 ans, pour le cacao, une plantation de cacao, de palmier à huile, des VA, les VA commencent à produire à 6 ans, 7 ans. Alors, c'est difficile de trouver ce financement, même au niveau du secteur bancaire. C'est important parce qu'on a un acteur du secteur privé, justement, qui est positionné sur ces marchés-là. En tout cas, c'est le cas au Gabon. Est-ce que, Anthony, j'aimerais bien savoir, vous, comment au niveau interne, comment est-ce que vous appréhendez votre politique de gestion des risques, hein, avec tous les capitaux qui mettaient sur ces projets-là? Alors, justement, je voudrais juste d'abord revenir sur un point. Tous les participants parlent de financement de coopératives, de petits paysans, de microcrédits, de microfinancement. La problématique aujourd'hui, c'est comment financer des acteurs qui sont moyens et qui permettent de développer des zones agricoles où des petits paysans peuvent venir s'installer à côté et bénéficier de leur savoir-faire. Aujourd'hui, en dehors des cultures qui sont export, je connais bien le marché du coton, à part l'huile et les tourteaux qui sont utilisés dans l'alimentation bétail et l'huile qui est utilisée dans l'alimentation humaine, la fibre de coton part à l'export.
Par contre, le secteur du coton permet largement de faire bénéficier aux crédits paysans et les faire accéder à des engrais pour leur culture vivrière qu'ils ont sur le côté de leur parcelle. En revanche, maintenant, sur toute la partie maraîchère, tout ce qui est tomates, choux, citrouilles, courges, etc., qui sont consommés localement et qui sont généralement importés. Bon, le Cameroun exporte beaucoup dans la sous-région, mais d'autres pays tels que le Nigeria, le Tchad, le Gabon, les deux Congos importent, d'ailleurs depuis le Cameroun, la plus grande partie de leur consommation. Aujourd'hui, pour développer ces secteurs-là, il faut pouvoir financer des acteurs qui vont, eux, être structurés dans la zone de production et qui, eux, permettront de faire accéder au crédit à ces petits producteurs et qui, eux, permettront à ces petits producteurs qui n'ont pas les moyens d'avoir des véhicules, qui n'ont pas les moyens de se rendre au marché, de pouvoir commercialiser leur production. Et c'est cet écosystème qui n'existe pas aujourd'hui. On en revient à la mise en place de cet écosystème. Charlotte, peut-être vous avez un petit avis sur ça, parce qu'elle est essentielle. Elle est essentielle, justement, cette mise en place. Alors, l'écosystème est essentiel, mais l'écosystème ne passe pas par le paysanat, l'écosystème ne passe pas par que le secteur privé ou le gros agrégateur. Oui, on l'a bien compris. L'écosystème passe par la présence de ces trois personnes-là. Très bien. Charlotte? Oui, alors effectivement, il vient de le rappeler, nos autres panélistes l'ont également rappelé, 80% de nos acteurs, hein, donc dans le secteur, ont en moyenne 2 hectares, pas plus. On leur demande à la fois d'être financiers, marketeurs, producteurs et autres, c'est juste pas possible. C'est cette cible-là justement qu'il faudrait organiser. Celles et ceux qui peuvent le faire, eh ben, c'est vous, c'est nous, c'est effectivement donc les acteurs du secteur privé qu'il faudrait soutenir et financer. C'est la raison pour laquelle l'État a un rôle clé à jouer, bien entendu, mais encore une fois, il y a urgence et permettez-moi de faire un plaidoyer clair et net à ce niveau-là parce que l'urgence est vraiment réelle. Voilà. Donc, mais une fois que cela est dit, il faudrait que le secteur privé puisse également prendre sa part de responsabilité. Le Maroc est un excellent exemple en la matière. Il faudrait tout simplement prendre ce qui marche et l'appliquer en Afrique subsaharienne. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Nous avons les solutions. C'est pas ce qui manque. Ce qui manque, c'est justement susciter de nombreuses autres, des initiatives émanant d'investisseurs africains et non africains pour bâtir ces véhicules comme ce que nous avons aujourd'hui au Gabon. Ces véhicules, en fait, qui permettent de mettre en place ces synergies collaboratives entre la paysannerie, le secteur privé, et bien entendu l'État, et tout le monde y gagne. Il faudrait vraiment faire cet effort en termes de structuration. Et permettez-moi en fait de rappeler également qu'aujourd'hui le digital, le numérique nous permet aussi de mettre en place ces modèles, notamment en ce qui concerne nos jeunes. On parle beaucoup des outils, en tout cas des solutions alternatives, justement pour régler cette problématique. Le digital peut jouer un grand rôle dans ce domaine. Le digital joue déjà un grand rôle dans ce domaine avec de nombreuses initiatives émanant de notre jeunesse, des applications dédiées justement donc à favoriser le financement des divers acteurs, donc des plateformes de crowdfunding. Nous avons par exemple Paysedo au Sénégal qui marche très bien. Ils arrivent à fédérer donc les divers acteurs des diverses chaînes de valeur et à leur permettre de commercer entre eux. Voilà les modèles qu'il faudrait suivre en fait et dupliquer un peu partout, donc en Afrique francophone, pour essayer d'arriver, ne serait-ce qu'à assurer notre sécurité alimentaire. J'insiste là-dessus parce que dans de nombreux pays aujourd'hui, on a des taux tout simplement alarmants, 60%, 70%, 80% des ressources consommées sur place qui sont importées. Et tant qu'on sera dans ce schéma-là, il est hors de question en fait d'espérer une quelconque croissance économique de nos États. Et je répète, le Maroc est un excellent exemple en la matière, en termes de financement, en termes de modèle aussi. Alors, il faudrait tout simplement mettre l'accent sur l'importance et l'urgence même de cette synergie collaborative pour nos pays en Afrique subsaharienne. Alors, justement, on vient d'évoquer le modèle marocain. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle stratégie, ou on peut parler d'une nouvelle version de la stratégie qui s'inscrit beaucoup de la jeunesse, qui s'inscrit beaucoup dans la numérisation aussi du secteur.
hein, pour avoir une nouvelle génération d'agriculteurs plus connectés, plus digital. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est exactement, justement, par rapport aux différents leviers que vous avez mis en place pour la génération green? Alors, Pour la génération. c'est lui ou c'est moi? Je vous laisse finir tout de suite, hein, chez Charlotte. Alors, en fait, effectivement, au niveau de la jeunesse, en fait, il faudrait leur vendre des modèles agrodigitaux parce que nous avons une jeunesse connectée en majeure partie et nous avons un secteur agricole qui n'est pas du tout attractif aux yeux de nos jeunes. Donc, la meilleure façon de leur présenter notamment les diverses opportunités de création de richesse, il faut vraiment insister sur l'aspect business. Donc, c'est tout simplement de leur parler de la possibilité de mettre le numérique au service de l'agriculture à travers justement des solutions innovantes en matière agrodigitale, comme des applications dédiées au e-learning, dédiées à la commercialisation des produits, dédiées au financement du secteur. Voilà, et c'est déjà une tendance qu'on peut observer. Malheureusement, on a un manque de mise en lumière de ces innovations. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre présence ici à Ouagadougou. Nous avons un forum dédié à cette question-là qui se tiendra très bientôt avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec bien entendu le concours du gouvernement du Burkina Faso. Ça va être la question. Excusez-moi, est-ce que je peux… Elle est essentielle. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Vas-y, Anthony, rapidement, si tu as… Alors, rapidement, sur le point de la digitalisation et… Alors, rapidement, sur le point de la digitalisation et de la commercialisation. Ça va, vous allez bien? Si vous m'entendez, on vous entend. Oui, d'accord. Je suis en visioconférence. Oui, je peux intervenir là. Non, je voulais intervenir, s'il vous plaît. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Je pense qu'il a oublié de mettre son micro et il ne nous entend plus. Ça va? Bien sûr. Bon, c'est pas grave. Très bien. Est-ce que je peux intervenir là? Attends, laissez-moi juste intervenir 2 secondes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste 30 secondes. On laisse oui, voilà. Donc, oui, s'agissant… Oui, merci. Parlant de la digitalisation, s'il vous plaît. Je pense que c'est quelque chose qui va jouer un rôle très important. On revient vers toi. Il y a un décalage avec M. Oui, d'accord. Donc, je parlais donc de la digitalisation, dont ces innovations sont trop importantes. Vous avez le cas de Equity Bank au Kenya, en Tanzanie, qui finance le secteur agricole. Et vous avez ils ont recruté des ingénieurs agronomes, on parle de près de 200 dans des zones rurales, qui encadrent des paysans. Et les guichets d'Equity Bank à distance peuvent les financer ces producteurs sous l'encadrement de ces agronomes et qui sont là. C'est un mécanisme important. Revenant sur notre expérience. C'est un modèle très intéressant. Oui, revenant sur notre expérience. On va laisser juste Anthony finir sa réflexion et on revient vers vous, docteur. Il n'y a pas de souci. Mais c'est un modèle que vous avez bien fait. OK, merci. Anthony? Merci. Merci beaucoup. Donc, je voulais vraiment rebondir sur ce que disait Madame, excusez-moi, Charlotte, par rapport au point de la digitalisation, de la commercialisation et de la marketplace. C'est un point qui est indispensable pour le développement du petit paysanat et des paysans en Afrique. Malheureusement, il manque encore un seul chaînon pour vraiment y arriver. Aujourd'hui, le petit paysan produit sur son champ, trouve quelqu'un pour amener avec un pick-up ou autre sa production au marché, chez un vendeur qu'il connaît, et ce vendeur récupère cette production. Et après, en fonction de ce qu'il vend ou pas, il lui reverse, soit il lui impacte les pertes, soit il lui donne le prix marché. Ou il appelle ce vendeur-là qui lui donne le prix auquel il va lui prendre la production aujourd'hui. Le problème, c'est que le marché n'étant pas structuré, vous avez, en fonction des zones où ces paysans vendent, ils sont complètement dépendants de ces vendeurs. D'accord. Aujourd'hui, ce qui nous manque vraiment, pour vraiment réussir ce challenge de la digitalisation de la marketplace pour ces petits paysans qui pourraient y accéder sans problème par SMS, c'est vraiment, ce qui est présent au Maroc et moins présent en Afrique subsaharienne, c'est les marchés de gros. Si demain, toute la production qui se déverse dans une ville rentre dans un marché de gros, où les vendeurs ou les grossistes fixent les prix le matin, donnent les volumes, vous pourrez beaucoup plus facilement mettre en place le moyen pour ces paysans qui arrivent à envoyer leur production, qui ont beaucoup de mal, certains y arrivent, mais au moins ils auraient un accès au marché et accès
à tout le marché de la ville et non pas le petit marché où ils ont l'habitude de vendre, où ils ont une relation avec cette maman qui commercialise sa production. Oui, c'est essentiel. Donc vraiment, l'infrastructure, le marché de gros est indispensable pour le développement de l'agriculture. C'est indispensable. Justement, Serali, j'aimerais vous écouter par rapport à ça et surtout par rapport aussi à la première composante de ma question par rapport au digital et la place du digital et de la jeunesse justement dans la nouvelle feuille de route agricole du Royaume. Bien, je vais y répondre. Je voudrais rebondir déjà sur une observation de M. Bonda sur l'importance de l'assurance agricole. Le plan Maroc Vert a fait de l'assurance agricole un levier important de soutien des agriculteurs face au changement climatique et aux aléas. En termes de grandes cultures céréalières, oléagineux, on parle d'1 million d'hectares couverts par l'assurance agricole. Ça représente environ 20% des superficies emblavées en céréales. Dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030 lancée par Sa Majesté début 2020, les ambitions sont énormes. On parle de 2,5 millions d'hectares couverts par l'assurance agricole. De ce point de vue, on considère que l'assurance agricole, qui d'ailleurs dans le monde est fortement subventionnée par les États, est un levier fondamental de soutien aux agriculteurs, notamment les plus petits, face aux aléas auxquels ils sont exposés. Maintenant, j'aimerais dire un mot, M. Safal, sur le secteur bancaire, parce que même si je suis la partie publique, je suis aussi un ancien banquier et j'ai mon avis là-dessus. Et puis, je finirai sur l'aspect technologie et digitalisation. Écoutez, sur le secteur bancaire, je pense que je vais jeter un pavé dans la mare. On est là pour ça. Faut-il le rappeler, les banques ont un privilège. C'est celui de collecter l'épargne publique. Mais elles ont un devoir qu'on oublie souvent, c'est celui de financer l'économie. Et on l'a vu, le secteur agricole est une part fondamentale et importante et prépondérante des économies africaines. Et donc, je pense qu'il faut combattre certaines idées reçues. L'agriculture est un secteur risqué, l'agriculture n'est pas rentable, une banque ne peut pas financer l'agriculture et être solvable. Je pense que cela passe par un changement de mentalité, un changement de la vision des banquiers, des personnes en charge des risques. Le rapport même au risque, doit évoluer et doit changer. Absolument. Le rapport, par exemple, au Maroc, au risque, par exemple, immobilier, qui, selon moi, est beaucoup plus risqué que le secteur agricole. Le secteur agricole, en fait, il faut le comprendre. Il a des spécificités, des caractéristiques. S'il n'y a pas de pluie une année, il faut que la banque le comprenne. Il faut aussi que la Banque centrale le comprenne et ne mette pas en place des normes prudentielles trop rigides pour ce secteur. Financer le secteur peut être rentable. Il n'y a qu'à voir la crise de Covid sur les différents secteurs. Au Maroc, l'agriculture a continué à fournir les marchés à des prix normaux et à enregistrer des performances à l'export. Et je donnerai l'exemple du crédit agricole. Monsieur Chaha est trop modeste pour le dire, mais le Crédit Agricole a développé un grand savoir-faire dans le secteur. Il réalise aujourd'hui 50% de son produit net bancaire sur le secteur agricole. C'est la 4e banque de la place. Quelques chiffres, entre 2003 et 2018, les fonds propres ont été multipliés par 7, les dépôts ont été multipliés par 6, le produit net bancaire a été multiplié par 5 et le total bilan a été multiplié par 4. Maintenant, il y a des choses à faire. À ce niveau-là, les pouvoirs publics ont aussi un rôle. Je vous donne un exemple. Je vais dire un mot sur l'Agence nationale de conservation foncière et de cadastre. Au Maroc, elle déploie des efforts importants pour l'immatriculation des terres. Aujourd'hui, il y a des résultats impressionnants en termes d'enregistrement et qui donnent lieu derrière à des financements bancaires. Donc, l'immatriculation foncière est un levier fondamental d'amélioration d'accès au financement. Et peut-être que M. Chaha voudra en dire un mot. Ça sera une problématique qui peut être même traitée dans notre webinaire, mais c'est vrai que c'est important. La politique foncière elle est déterminante justement à la mise en place de toutes ces stratégies, c'est clair.
Absolument. Maintenant, peut-être un mot sur les outils mis en place, ou plutôt, je laisserai M. Chahar présenter peut-être les outils de la Caisse centrale de garantie. Il y a certaines initiatives au Maroc en termes de capital risque. Par rapport à l'échange sur le financement participatif et les modèles intéressants, effectivement, les modèles coopératifs, on en a en Ouganda aussi, et qui sont vachement intéressants. Et je voudrais finir sur l'apport de la technologie et de l'utilisation de l'imagerie satellitaire, justement pour faciliter le crédit à ces petites exploitations. Aujourd'hui, on a l'imagerie satellitaire et des startups marocaines, africaines, compétitives à l'échelle internationale. Je pense par exemple à la startup Sowit, qui est une startup marocaine présente au Maroc et dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest. C'est une startup qui est capable de donner une appréciation sur la conduite technique d'une exploitation. De ce point de vue, ça a une valeur pour les banques, surtout pour les banques qui ne connaissent pas encore bien le secteur dans toutes ses spécificités. Et c'est un outil qui peut aider au scoring des exploitations et des exploitants. C'est là où l'innovation est importante. L'innovation digitale, comme l'a signé tout à l'heure Mme Charlotte, et l'inclusion, en tout cas, le fait d'inclure justement cette capacité des jeunes aujourd'hui africains à pouvoir développer des solutions adaptées et technologiques. Si Moustapha, peut-être pour compléter rapidement ce qu'il vient de dire, c'est Rally. Alors, tout à fait, je le remercie pour ces mots très gentils et très objectifs par rapport à l'évolution de nos indicateurs et la performance du crédit agricole au Maroc, mais c'est aussi grâce au ministère et grâce à tous les acteurs de l'écosystème dont je parlais tout à l'heure. Alors, moi, je veux juste dire que être banquier de l'agriculture est différent des autres secteurs. Les autres secteurs, vous avez les bilans, vous avez les business plans, etc. Et vous travaillez comme le banquier à New York, comme à Londres, comme en Chine, etc. Par rapport à l'agriculture, vous devez vous adapter à la réalité de votre pays. Alors, la première des choses, M. Rally vient d'en parler, c'est d'abord le regard de la Banque centrale pour ce secteur. Il ne faut pas appliquer les mêmes règles de provisionnement, les mêmes règles de prudentiel, parce que si quelqu'un qui a un hectare d'olivier rate sa campagne par manque de pluie ou par maladie ou parce que le prix a baissé, etc., eh bien, ça ne peut revenir que dans une année. C'est-à-dire c'est à la deuxième campagne qu'on peut rattraper les choses. Ce n'est pas de sa faute. Donc, il ne faut pas lui dire on va venir vous appliquer la règle 3 mois, 6 mois, 9 mois d'impayé de provisionnement, etc. Ça ne marche pas. On n'est pas réaliste. D'accord? Donc, ça, c'est la vision de la Banque centrale. Deuxième chose, c'est que nous, en tant que banquiers de l'agriculteur, c'est à nous de nous adapter à la réalité de l'agriculteur et pas le contraire. C'est-à-dire que, par exemple, sur quelqu'un qui fait plusieurs spéculations durant une campagne agricole, avec des sous-campagnes agricoles, maraîchage, céréales, élevage, etc. Eh bien, on regarde avec lui en une année, en une seule fois, tous ses besoins. On fait un seul contrat, il va à la conservation foncière apporter l'hypothèque, etc. Et on décaissera au moment où il aura besoin avec lui. C'est lui qui fixe les dates des décaissements, les dates d'encaissement. Et on laissera et on regardera ça à la fin de l'année. Il y a une intercompensation entre ces activités sur tout l'ensemble de ces crédits et on verra le bilan. S'il a un impayé, on le met en facilité de caisse et on lui renouvelle ses crédits pour la prochaine campagne. Si ça marche très bien, tant mieux. Maintenant, tu as un avis sur ça, rapidement? Oui. Je complète parce qu'il y a, juste pour dire qu'il y a… On laisse Moustapha compléter. Juste pour dire qu'il y a dans la réalité de l'agriculture, vous avez une intercompensation intra-annuelle entre toutes les activités que met l'agriculteur pendant une année. Donc, la diversité est un grand, disons, facteur de limite de risque, en tout cas de maîtrise de risque. Et vous avez une vision sur 5 ans. Les statistiques au Maroc ont montré que sur 5 ans, on a deux années assez bonnes, une année très bonne, une année mauvaise, une année moyenne. Donc, continuons à financer l'agriculteur pendant 5 ans. Et regardons à la fin de ces 5 ans, est-ce qu'il a des impayés ou pas? Et ne pas lui dire, ça y est, vous avez un impayé, on vous coupe le financement. Ce n'est pas réaliste.
C'est pareil. Voilà. Par exemple, par rapport au préfinancement des subventions, on peut lui donner ça au début. S'il a une décision de subvention qui n'est pas encore payée, on lui donne une avance. Je pense que c'est Tout dans ça, l'approche. Ouais. C'est à nous de nous creuser les ménages et d'innover pour vraiment lui faciliter la vie et l'accès aux financements. Voilà. Tout à fait. C'est dans l'approche. C'est extrêmement pertinent ce que vous venez de souligner. Anthony, rapidement. Oui, alors juste pour intervenir là-dessus, oui, par rapport au financement des campagnes, comme l'a dit M. Char, aujourd'hui on finance en ramenant un terrain, une hypothèque sur un terrain foncier, un terrain titré, ce qui est la réalité. Sous forme de garantie. Oui, sous forme de garantie. Donc justement, le point, c'est la garantie bancaire. Aujourd'hui, très peu d'agriculteurs, investisseurs de taille moyenne ou grande taille, sont propriétaires du foncier. Le foncier agricole n'est jamais rentable à acheter. Donc aujourd'hui, cette garantie-là du foncier n'est valable que pour le petit paysanat. Ouais. Et bon, après, c'est vrai qu'au Maroc, il y a la caisse de garantie qui prête jusqu'à 12 millions de dirhams, qui garantit jusqu'à 12 millions de dirhams du prêt, ce qui est important. Mais dans les autres pays d'Afrique, justement, quand on s'adresse aux banques, ils nous demandent des garanties bancaires. Donc après, vu le niveau de risque, si c'est une garantie liquide, autant l'investir et ne pas avoir à supporter des taux d'intérêt qui sont entre 10 et 15%. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est aujourd'hui, quand on obtient du terrain, on obtient des contrats de bail emphytéotiques qui ne sont pas hypothécables, ou du moins qui n'ont aucune valeur aux yeux des banques. Donc, comment est-ce qu'on arrive à dépasser ce défi? Docteur Bonda, c'est important d'avoir souligné ça. Docteur Bonda, j'aimerais bien entendre l'expérience du Cameroun. Je ne sais pas si vous avez un fonds de garantie, ou en tout cas, quelle est l'importance de la garantie justement pour pouvoir faciliter, ou en tout cas optimiser la maîtrise du risque auprès des investisseurs? Bon, ce que je peux dire au Cameroun, il n'y a pas de fonds de garantie pour le moment et c'est pour ça que j'ai soulevé ça tout à l'heure comme l'une des grosses contraintes. Parce que comme il vient de le dire, vous allez vers des banques, vers les institutions financières, nous autres qui encadrons, ce n'est pas facile. Et c'est pour cela que je voudrais insister. Comme Moustapha l'a dit, le type de financement, il faudrait l'adapter à l'environnement. Nous sommes dans un environnement où vous avez l'essentiel des exploitations, moins de 2 hectares, c'est des petits producteurs. Les risques et les coûts, il faut structurer le milieu. Il faut bien structurer le milieu avec des organisations de producteurs solides. Et parfois, autour des plantations agro-industrielles, comme a dit celui qui intervient du Gabon, pour l'expérience au Gabon, c'est capital. Si nous voulons faire, c'est ce qui se passe en Europe, c'est ce qui se passe en Amérique, c'est ce qui se passe en Asie et dans les pays anglo-saxons ici en Afrique. Le milieu est structuré et je pense, j'espère aussi au Maroc, comme on est en train de le dire, c'est structuré. Et quand on parle même d'Afrique subsaharienne, je crois qu'il faut faire attention. Quand nous regardons des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, l'Afrique du Sud et d'autres, les types de structuration de financement, de mécanismes de financement sont différents de ceux des pays d'Afrique francophone. Je crois que ce qu'on soulève, c'est beaucoup plus dans les pays francophones, mais je pense que nous devons structurer le milieu et nous, dans notre organisation, dans l'Union des mutuelles financières de développement, nous nous sommes engagés à être leaders dans le financement agricole au Cameroun dans les années à venir et nous travaillons actuellement dans la structuration, pas la création de promouvoir des bonnes coopératives de producteurs, bonnes coopératives agricoles. Nous travaillons avec le ministère de la Finance. Nous venons d'avoir un partenariat avec la GIZ, avec la DGRB allemande, avec laquelle on voudrait travailler dans cette structuration du milieu, parce qu'autrement, il sera difficile, coûteux et assez risqué pour financer le monde agricole. Et je voudrais dire une dernière chose sur ce plan. Je montre le mot de la fin parce qu'on a quasiment fait le tour du chrono. Juste une dernière chose, c'est que le malheur qu'on a un peu actuellement avec l'appui surtout des bailleurs de fonds, donc c'est que on pense qu'avec un projet de 3 ans, 5 ans, on peut réellement mettre en place des mécanismes de financement agricole. C'est quelque chose qui doit être sur une vision de long terme. C'est quelque chose qui doit se bâtir. Quand vous voyez l'exemple du Maroc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un truc qui s'est fait en 3 ans, ce n'est pas en 5 ans. C'est toute une politique
continue. Donc, nous devons prendre le temps de mettre en place de bonnes politiques et une volonté réelle des gouvernements pour mettre en place ce mécanisme. Et nous pensons, pour notre part, le modèle dans notre environnement de banque coopérative pourrait fonctionner et au-dessus, peut-être une banque agricole qui accompagne le système avec lequel on collabore. Ouais. Donc, je peux m'arrêter déjà à ce niveau. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, Charlotte. Oui, alors, je vois qu'on arrive à la fin carrément de notre conférence. Voilà, je voudrais vraiment qu'on essaye de mettre aussi un petit peu l'accent sur le rôle clé des femmes, les femmes qui sont aujourd'hui identifiées comme des actrices incontournables pour l'émergence du secteur, les femmes qui sont les premières justement à être, comment dirais-je, privées de ce financement, de ces financements, voilà, par manque justement d'accès au foncier. Il est capital, effectivement, qu'on puisse se pencher sur cette question-là, aussi bien au niveau de nos États qu'au niveau du secteur privé et que nous puissions ensemble donc trouver des bonnes solutions. Le problème, en fait, c'est que on est face à 30 ans de politique agricole inadaptée, inefficace. Et c'est vrai que quand M. Manda dit n'insistons pas sur l'Afrique subsaharienne, oui, je veux parler de l'Afrique, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Et en Afrique centrale, je le dis haut et fort, c'est vraiment une catastrophe. Alors, soit on agit maintenant et on y va, mais vraiment avec la volonté et l'action capitale pour changer les choses, soit on continue justement d'être cette Afrique-là qui est le continent le plus doté en matière agricole et agroalimentaire avec plus de 61% de terres arables, avec de l'eau. On a de l'eau, on a un potentiel hydraulique, hein, comme je le dis à chaque fois, qui est là, et on a un potentiel humain. Oui. Voilà, soit on continue d'être ce continent qui est le seul continent qui dépend de l'extérieur pour assurer la sécurité alimentaire de ses populations, soit on prend le taureau par les cornes tous ensemble et on avance. Et c'est vrai que… Ce que je retiens, c'est que la valorisation de ce potentiel dépendra énormément de la capacité des acteurs privés et publics et même société civile à pouvoir travailler ensemble. Parce que là, j'ai l'impression que voilà, chacun y va dans sa stratégie, chacun y va dans sa vision, mais on apporte très peu de synergie, comme vous le disiez tout à l'heure, Mme Charlotte. Tout à fait. C'est ça, le problème majeur est là, en fait. Les jeunes attendent que l'État fasse, le secteur privé attend. Non, nous ne pouvons plus attendre. Il s'agit de prendre nos responsabilités de manière collective et d'y aller parce que c'est comme ça que ça s'est passé ailleurs. Donc, tous les autres continents, l'un des interlocuteurs l'a dit tout à l'heure, aucun continent n'a fait sa révolution, sont passés par l'agriculture. Or, l'Afrique n'a pas fait sa révolution agricole. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Et en plus, avec la crise sanitaire actuelle et la crise économique qu'elle engendre, l'Afrique est aujourd'hui bien positionnée puisque nous avons bien fait face justement à la COVID-19 pour représenter une solution réelle et pérenne en matière justement donc en matière du moins en ce qui concerne la donne alimentaire pour le continent, mais aussi pour le monde. On a ce potentiel, on a cette capacité, mais allons-y vraiment de manière franche. Et c'est vrai que dans ce sens, les webinaires de e-conférence permettent d'éveiller cette conscience parce qu'encore aujourd'hui, on a beaucoup parlé du volet production, mais il s'agit d'opérer une véritable révolution sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. C'est-à-dire que chacun d'entre nous ici est un acteur de la chaîne de valeur. Nous avons besoin d'avoir des financiers dans le domaine, mais aussi des formateurs. Nous avons besoin d'avoir des assureurs. Nous avons besoin d'avoir des marketeurs, des communicants, etc. Donc, il s'agit de valoriser le secteur aussi de cette manière-là. Et nous avons la capacité de faire. C'est un travail collectif, c'est un effort collectif et je ne doute pas qu'on puisse réussir dessus parce qu'on a énormément de potentiel sur ça. Alors, c'est très, très dommage parce qu'on n'a pas énormément de temps justement à accorder aux questions-réponses des publics. Bon, il y en a eu 2 ou 3. Il y a eu beaucoup de questions aussi surtout sur la partie inclusion, implication de la jeunesse dans le financement ou dans l'agriculture. Comment rendre cette agriculture plus sexy, entre guillemets, pour les jeunes. J'aurais aimé qu'on développe ce facteur-là, mais ce n'est pas plus mal. Je crois qu'on aura d'autres occasions justement pour pouvoir approfondir. Monsieur Fall. Oui, Anthony. Juste en un mot, le rendre plus sexy pour les jeunes producteurs, c'est la mécanisation, pour réduire l'effort au champ. La mécanisation, tout à fait. La mécanisation, la technologie, c'est bien, mais il faut une production.
Ça ne sert à rien de la technologie s'il n'y a pas de production derrière. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On est d'accord. Donc, En tout cas, elle est essentielle, c'est toute cette réflexion. Et je pense que ce n'est que partie remise encore une fois. Et c'est le début de quelque chose qui devrait justement nous permettre de transformer tout ce qu'on vient de dire et de ressortir comme belles idées pour le continent en action concrète sur le terrain. Et c'est tout là où on attend plus le challenge, en tout cas pour le continent. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci, Charlotte. Je te laisse la parole justement pour prendre le relais. Merci encore de nous avoir reçus. Actuellement, j'ai envie de dire, hein, de l'équipe e-conférence qui fait un très, très bon boulot dans ce domaine. Et voilà. Merci beaucoup et à très vite. Merci, À monsieur. bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci. 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 À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous tous. Merci Safal pour ta modération. Je remercie nos chers panélistes pour la qualité des débats et des échanges. Je remercie également tous les participants de nous avoir suivis, d'avoir participé activement à travers la section questions-réponses. Et enfin, je remercie nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de cette série de webconférences Africa Agri Forum Live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition qui portera sur l'innovation et son rôle dans le développement du secteur agricole. Je vous remercie et bonne journée à tous. À bientôt.